Alors, la cession de la Floride par l'Espagne aux États-Unis en 1819 va être officialisée par un traité qu'on va voir par la suite, constitue un tournant majeur dans l'histoire des relations internationales en Amérique du Nord. Ce transfert territorial s'inscrit dans un contexte de bouleversement géopolitique. Tandis que l'Espagne est affaiblie par des crises économiques et la perte progressive de ses colonies en Amérique latine, peine à maintenir son autorité sur des territoires éloignés, les États-Unis, quant à eux, poursuivent leur expansion vers l'ouest, et le sud, porté par une volonté d'affirmer leur influence sur le continent. La Floride, longtemps disputée, représentait un enjeu stratégique autant pour la sécurité des frontières américaines que pour le commerce et l'expansion territoriale. Derrière cet accord diplomatique se cachent donc des dynamiques complexes, mêlant ambition, expansionnisme, considérations économiques et défis militaires. Pourquoi l'Espagne a-t-elle choisi d'abandonner la Floride? Quels étaient les enjeux pour les États-Unis? Enfin, quelles ont été les conséquences de cette cession sur le plan politique et territorial? Autant de questions auxquelles cette étude et cette vidéo tentera de répondre en analysant d'abord le contexte historique et géopolitique de cette cession, avant d'examiner ses causes profondes. Et enfin, si vous voulez bien, si vous me permettez, et seulement si, on évaluer les conséquences sur les relations internationales de l'époque. Enfin, c'est toute une affaire. Allez, on va voir tout ça. Alors, pour commencer, l'histoire des relations internationales est marquée par des transferts de territoires qui ont redéfini les frontières et influencé le destin des nations. Parmi ceux-là, la cession de la Floride par l'Espagne aux États-Unis en 1819, officialisée par le traité d'Aden-Humph. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ce traité. Donc ce traité, qui est fait en 1819, est un traité de lien et de liaison et de colonisation, ainsi que de limite entre les États-Unis d'Amérique et Sa Majesté la Couronne d'Espagne, aussi connu sous le nom de traité transcontinental de 1819, et aussi donc le traité d'achat de la Floride. Donc c'est un traité historique entre les États-Unis et l'Espagne qui définit la frontière entre les deux nations, alors disputées en Amérique du Nord. Donc là, je vous montre quelle était la frontière au moment présent à ce traité. Donc on le voit là. Donc suite à ce traité, cet accord est signé dans un contexte de profonde transformation géopolitique. Il illustre la montée en puissance des États-Unis, ainsi que le déclin progressif, le déclin qui va aller petit à petit, qui montre donc que l'Espagne n'est plus aussi influente en Amérique. En intégrant la Floride à son territoire, la jeune nation américaine consolide son contrôle sur la façade sud-est du continent et renforce sa politique d'expansion. Tandis que l'Espagne, affaiblie par les crises, et notamment les guerres napoléoniennes, ainsi que des insurrections dans ses colonies, cherche à préserver ses intérêts essentiels ailleurs. Au début du XIXe siècle, l'Espagne est confrontée à une situation difficile. Son empire colonial, autrefois puissant, vacille sous l'effet des guerres d'indépendance menées en Amérique latine. Par ailleurs, la guerre d'indépendance espagnole contre Napoléon a lourdement affaibli la métropole, rendant la gestion de territoires éloignés comme la Floride de plus en plus complexe. De son côté, les États-Unis en pleine croissance, depuis l'achat de la Louisiane, cherchent à sécuriser leurs frontières et à limiter l'influence européenne sur le continent. La Floride, qui est donc instable et mal défendue, devient un point de tension entre les deux puissances, et donc en raison de la présence de groupes hostiles aux Américains, notamment des Amérindiens, des esclaves en fuite et des incursions militaires américaines dans la région. Alors les colonies espagnoles, elles sont en pleine rébellion. Dès les années 1810, il y a des mouvements indépendantistes qui se multiplient, donc avec le Venezuela, l'Argentine et le Mexique. L'autorité espagnole est contestée et Madrid peine à envoyer des troupes pour mater ces soulèvements. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la priorité de la couronne espagnole qui devient la préservation de ses colonies, une sorte de stabilité. Par ailleurs, la situation économique de l'Espagne est catastrophique. Les guerres contre Napoléon ont plongé le pays dans l'endettement total, rendant difficile le maintien d'une présence militaire forte en Floride. L'Espagne est dans l'incapacité de défendre cette région où il y a des incursions de colons américains, il y a des tensions, enfin, c'est le bordel. Donc pendant que l'Espagne lutte pour maintenir son empire, les States sont, eux, en pleine expansion.
Donc cette dynamique expansionniste repose sur une idéologie qui sera plus tard formulée sous le nom de destinée manifeste, bien qu'elle ne soit officiellement nommée ainsi qu'en 1845. Cette doctrine, qui justifie l'expansion territoriale américaine comme une mission quasi divine, prend racine dans l'idée que les États-Unis ont vocation à dominer l'Amérique du Nord. En 1810, les tensions États-Unis-Espagne, c'est pire qu'un match de foot entre deux pays qui se détestent. Je vais citer personne pour éviter les conflits. De nombreux colons américains commencent à s'installer illégalement en Floride, qu'ils considèrent comme une extension naturelle du territoire américain. En 1810, les États-Unis annexent une partie de la Floride occidentale, sous prétexte que cette région fait partie de la Louisiane acquise en 1803. Bon, c'est un peu du pipeau, hein. C'est un petit peu comme quand tu baratines au collège, quand tu sais pas, quand t'as pas révisé tes cours, hein. C'est du pipeau. Cette annexation illustre bien la volonté expansionniste américaine et la faiblesse de la présence espagnole dans la région. Par la suite, il y a la guerre anglo-américaine, 1812-1815, qui renforce cette dynamique expansionniste. Pendant le conflit, les troupes ricaines occupent temporairement certaines parties de la Floride orientale, soulignant ainsi leur intérêt stratégique pour la région. En 1818, le général Andrew Jackson mène une expansion militaire non autorisée en Floride contre les tribus séminoles et les colons espagnols, prouvant de manière éclatante que l'Espagne est incapable de défendre son territoire face à la pression. Hein, c'est un petit peu comme quand tu mets du mentos dans du coca. La pression est beaucoup trop forte. Donc pour les États-Unis, la Floride représente plein de choses, hein. Une sécurisation des frontières, une lutte contre l'esclavage et les esclaves fugitifs, et ainsi que le contrôle du commerce et des voies maritimes. Alors pour ce qui est donc de la lutte de l'esclavage, donc c'était un refuge en fait la Floride pour de nombreux esclaves en fuite qui trouvaient donc la protection auprès des tribus locales. Cette situation était inacceptable pour les États sudistes américains qui craignaient que la Floride ne devienne un sanctuaire pour les esclaves évadés et une menace pour l'ordre esclavagiste. Donc en fait, si finalement ils avaient fait leur boulot un petit peu de gérer leurs frontières, ils auraient sûrement gardé la Floride. Mais là, en fait, ça devenait quasiment un territoire indépendant, un territoire des esclaves libres. La Floride aussi occupait donc une position clé pour le commerce, la navigation, en raison de sa proximité avec le golfe du Mexique et les routes maritimes reliant les colonies caraïbéennes et la Nouvelle-Orléans. La possession de la Floride permettait ainsi aux États-Unis d'avoir un contrôle accru sur les échanges maritimes et d'éliminer une potentielle menace européenne dans la région. Alors ils sont pas trop fans, hein. On l'a remarqué, hein, les Américains, ils aiment pas trop que les Européens jouent sur leur propre plateforme, oui, leur plate-bande. Alors par contre, quand eux ils jouent sur les plates-bandes européennes, ça ils adorent. Mais l'inverse, ils sont pas fans, j'ai remarqué. On est alors donc au début du 19e siècle, où la Floride est un territoire quand même de plus en plus difficile à administrer pour l'Espagne. Alors déjà, si je peux me permettre, je vous montre la carte. Qu'est-ce que vous remarquez sur cette carte? Eh bien, je vais me permettre de le dire, mais c'est un territoire qui est en fait un enclos. C'est une sorte de bulle. C'est un territoire qui n'est pas lié à l'Empire espagnol. Et pour une raison simple, c'est que l'Espagne a donné la Louisiane donc aux Français, tout simplement. Et donc, ça devient une sorte de bulle qui est difficile à administrer et qui est administrable seulement par la mer. Également, c'est un territoire faiblement peuplé. Donc, contrairement à d'autres colonies espagnoles comme Cuba ou le Mexique, la Floride n'était ni donc densément peuplée, ni économiquement prospère. C'était un endroit comme un autre. Elle ne représentait pas une source de richesse significative pour l'Espagne et nécessitait des ressources militaires importantes. Donc, c'est pas un bon plan pour les Espagnols. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'Eldorado. Ils cherchent de l'or, donc s'il n'y a pas d'or en Floride, bon, ça n'intéresse pas la couronne. Et en plus, elle était déjà un peu fragilisée par les nombreuses guerres. Également, le pays donc est face à une instabilité et des révoltes. Donc, elle est habitée par plusieurs tribus amérindiennes, donc notamment les Séminoles, qui entretiennent donc des relations conflictuelles avec les colons américains du sud des États-Unis. Ces tribus menaient des raids sur les établissements frontaliers, exacerbant les tensions entre l'Espagne. En fait, c'était un peu comme à Chat-Perché. Donc, Chat-Perché, c'était la Floride, là où ils se pensaient intouchables, les Amérindiens, et ensuite ils faisaient leurs raids et puis ils retournaient à leur propre territoire, comme si on les avait pas vus, vous savez. C'est un peu comme dans Squid Game 1, 2, 3 soleil.
On t'a pas vu bouger, donc là, t'es caché dans ta Floride, donc tout va bien. Mais c'est pas du tout ça, c'est pas du tout bon. Ils savaient très bien qu'ils étaient là en train de se protéger parce que c'était un territoire espagnol. Donc les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait leur propre raid aussi. Bon voilà, c'est comme ça que se termine l'histoire. Également, donc la Floride constitue un refuge pour les esclaves en fuite qui trouvaient protection auprès des tribus amérindiennes ou dans des forts abandonnés. Cette situation était problématique pour les États du sud des États-Unis où l'économie reposait largement sur l'esclavage. Ces États faisaient pression sur le gouvernement américain pour qu'il intervienne et empêche la Floride de devenir un havre pour les esclaves évadés. Également, on a une pression des colons américains et des incursions militaires. Donc, il y a donc des colons américains qui vont s'installer illégalement en Floride, notamment dans la région occidentale, espérant que les États-Unis annexent un jour ce territoire. En 1810, il y a des colons américains de Floride qui se révoltent contre l'autorité espagnole et déclarent brièvement une république indépendante. Bon, les mecs, ils sont chauds, hein. Donc, que vont faire les States? Bon, pour calmer tout ça, ils vont annexer le territoire. Et donc, l'Espagne ne fait rien. L'Espagne se fait avoir. Voilà, l'Espagne se fait entuber. On va rester poli puisque on est sur YouTube. Ensuite, en 1818, il y a le général Andrew Jackson qui mène une expédition militaire en Floride, sous prétexte de mettre fin au raid des Amérindiens, et contre les colonies américaines en Géorgie. Lors de cette campagne connue sous le nom de Première Guerre Séminole, Jackson et ses troupes pénètrent en Floride, s'attaquent à plusieurs villages amérindiens, capturent des forts espagnols, exécutent 2 citoyens britanniques accusés d'aider les Séminoles. Décidément, les Britanniques ils sont partout pour faire la guerre contre la planète entière. Ils sont au Japon, ils sont en Afrique, etc. Cette intervention illustre la faiblesse espagnole. Malgré donc les protestations officielles de Madrid, l'Espagne n'est pas capable de riposter et les États-Unis démontrent qu'ils peuvent occuper la région sans grande résistance. Également, il va y avoir le traité où il y a la cession de la Floride aux États-Unis. L'Espagne accepte de céder la Floride orientale et occidentale des États-Unis sans contrepartie financière. Il y a le traité qui fixe une frontière claire entre les territoires espagnols et américains en Amérique du Nord. Et également, donc, il y a des échanges de la Floride et ensuite les États-Unis renoncent officiellement à toute revendication sur le Texas, qui reste sous contrôle espagnol jusqu'à son indépendance en 1836. Bien que l'Espagne ne reçoive pas de compensation monétaire directe pour la Floride, les États-Unis acceptent d'assumer 5 millions de dollars de dettes espagnoles envers des citoyens américains. Par la suite, donc, les conséquences, ça va être que les États-Unis récupèrent la Floride, marquent une nouvelle étape dans leur expansion territoriale, renforcent leur présence sur la côte sud-est. La fin de la présence espagnole en Floride permet donc également de sécuriser la frontière sud et limiter les incursions amérindiennes. Ce traité marque le début du retrait espagnol d'Amérique du Nord avec la perte de la Floride et les révoltes en Amérique latine. L'Espagne se concentre désormais sur la défense et ses dernières possessions, notamment Cuba et Porto Rico. Bon, vous inquiétez pas, ça va être récupéré par l'Empire américain. Ils adorent manger tout ce qui les entoure. Ensuite, donc, il y a le changement de souveraineté qui entraîne des transformations importantes pour les colons espagnols, les Amérindiens et les esclaves en fuite. Sous contrôle américain, la Floride devient rapidement une zone de confrontation entre les colons, les tribus séminoles, ce qui conduira aux guerres séminoles dans la décennie suivante. On en parlera si ça vous intéresse. Bon, voilà un petit peu pourquoi donc la Floride a été donnée gratuitement par l'Espagne aux Américains. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura compris donc ici pourquoi l'Espagne a cédé gratuitement ce territoire, qui est un territoire assez intéressant quand on voit la Floride aujourd'hui. Et on comprend aussi donc la déstabilisation de l'Espagne ainsi que son souhait de protéger donc son empire espagnol dans la partie nord. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, pensez à aimer la vidéo, pensez à la partager, pensez à la commenter, pensez à l'enregistrer dans vos vidéos et dans vos dossiers. Vous pouvez également, pour ceux qui le veulent, n'hésitez pas bien évidemment à me laisser un petit don puisque cela m'aide grandement, cela
Cela me motive et ça m'apporte une certaine reconnaissance de recevoir des petits dons. C'est pas beaucoup, mais pour moi ça veut dire beaucoup. C'est un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et je vous laisse là. À bientôt les amis, salut.